Alors, bonjour à tous. Merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé. Bienvenue à ce webinaire intitulé Êtes-vous un leader bienveillant? Alors, mon nom est Danielle Germain. Je suis coordonnatrice relations auprès des membres et des fournisseurs au groupe Entreprises en santé. Je suis en compagnie de Madame Isabelle Duchesneau, qui est directrice générale du monastère des Augustines. Donc, le monastère qui est fournisseur de services du groupe Entreprises en santé. Alors, je vous présente Madame Duchesneau. Donc, elle est diplômée en administration des affaires. Madame Duchesneau possède une solide expérience au sein d'entreprises de renommée internationale dans l'industrie hôtelière et touristique. Son grand intérêt personnel pour la santé globale et le mieux-être l'a amené en 2012 à concevoir et développer, implanter également un concept novateur pour le monastère des Augustines. Le monastère, donc, est un organisme à but non lucratif, intégrant des volets générateurs de revenus pour assurer la mission de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et social des Augustines. Alors, depuis l'ouverture en 2015, elle est toujours à la direction générale du monastère afin d'assurer une base solide pour la pérennité de cet organisme dont les racines remontent au 17e siècle, en plus d'assurer son développement afin de continuer à écrire l'histoire de ce lieu unique au monde. Alors, voilà. Donc, avant de commencer et que Madame Duchesneau prenne la parole, je vous invite à regarder au bas de votre écran. Vous avez donc le menu d'options pour la plateforme de webinaire. Vous allez pouvoir utiliser la section questions et réponses pour nous transmettre vos questions par écrit et on prendra un moment à la fin de la présentation pour répondre à toutes les questions qui auront été reçues. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Madame Duchesneau. Bien, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir là, de passer les prochaines minutes avec vous, là, possiblement 45 minutes. Puis, c'est vraiment en toute humilité et simplicité que je me présente à vous aujourd'hui. C'est vraiment dans un esprit aussi de partage, de réflexion puis d'inspiration que je vais passer à travers le contenu de ce webinaire. En fait, moi, depuis 2012, j'ai effectivement le privilège de participer à la création du concept au démarrage, puis à la mise en œuvre du monastère des Augustines. Puis par le fait même, ben, j'ai eu l'immense privilège de côtoyer les Augustines qui nous ont fait ce legs. Puis j'ai eu l'opportunité d'échanger avec elles, puis de comprendre vraiment leur philosophie derrière le succès de ces femmes d'affaires. Parce qu'elles sont considérées, si vous ne le savez pas, comme l'une des premières communautés de femmes d'affaires au pays, puis comme fondatrices de notre système de santé. Donc, si vous n'êtes jamais venu au monastère des Augustines, situé dans le Vieux-Québec, derrière que vous connaissez probablement comme l'hôpital d'Hôtel-Dieu de Québec, là, situé sur la côte du Palais, ben, je dois d'abord vous parler rapidement de leur histoire afin que vous compreniez mieux dans quel contexte les Augustines ont évolué et pourquoi je les trouve si inspirantes là, comme femmes d'affaires, puis comme femmes visionnaires, puis elles ont toujours mis en fait la bienveillance au cœur de leurs actions. Fait que vous inquiétez pas, là, je vous ramène au 17e siècle, mais très rapidement, puis je vous fais pas un cours d'histoire, puis je vous ramène au bout de 4 minutes là, dans le 21e siècle, inquiétez-vous pas. Mais on part quand même en 1639. 1639, 3 jeunes Augustines provenant de la France sont envoyées au pays par le roi Louis XIII. Leur mission, c'est le soin des corps et des âmes en Nouvelle-France. Elles sont donc envoyées pour fonder le premier hôpital de l'autre côté de l'Atlantique. Elles arrivent là, sur un des premiers bateaux colonisateurs de la Nouvelle-France, après 3 mois en mer. Elles sont toutes jeunes, là, dans le début vingtaine. Elles sont également sur le même bateau que les Ursulines, qui, elles, ont la mission de l'éducation. Pour leur part, ben, vous l'avez bien compris, là, les Augustines ont la mission de la santé. Elles arrivent donc comme soignantes et apothicaresses, puis fondent ce premier hôpital. Elles fonderont aussi, avec les années, là, plus de 12 hôpitaux dans l'Est du Québec. Puis elles s'occupent des malades, les nourrissent, font la gestion de ces hôpitaux-là. Et ce, jusqu'en 1965, quand même, année où notre gouvernement décide de prendre en charge notre système de santé. Donc, c'est après plus de 326 ans comme gestionnaire qu'elle commence à se retirer des hôpitaux là, tranquillement. Elle part donc à la retraite. Et aujourd'hui, il reste à peu près, en fait, moins de 100 Augustines à travers la province. L'âge moyen est de 85 ans. Il y a un peu plus de 20 ans, elles ont commencé à réfléchir à ce qui allait advenir de leur patrimoine. C'est un patrimoine qui représente un patrimoine fondateur de notre pays, puis c'est considéré vraiment comme dans les plus précieux en Amérique du Nord. Étant donné qu'il n'y avait plus d'entrée en communauté, ben, elles savaient que leur communauté était appelée à mourir, malheureusement, dans sa forme actuelle. Puis elles voulaient que leur mémoire survive à cette fin-là, à cette mort-là de la communauté. Donc, après plus de 20 ans de réflexion, elles ont fait faire à peu près une centaine d'études. Elles ont décidé de faire ce legs-là à la population.
Donc, ce legs-là, il est autant à vous qu'à moi. Et elles ont donc légué de leur vivant à travers une fiducie puis un organisme à but non lucratif. Elles ont légué les ailes anciennes du premier hôpital qu'elles ont fondé, qui représente le plus ancien hôpital en Amérique du Nord, au nord du Mexique. Elles ont légué aussi 40 000 artefacts représentant là, des objets ethnologiques, d'art religieux, des objets médicaux classés. Puis elles ont aussi légué plus d'1 kilomètre linéaire d'archives et de livres anciens. Imaginez-vous donc, c'est énorme. En fait, ces archives-là sont considérées comme les archives les mieux conservées au Canada actuellement. Il faut savoir aussi qu'on n'a rien inventé du développement durable et de l'innovation sociale. Là. Les religieuses ont toujours eu ça dans leur ADN. Vous savez, l'expression « conserver religieusement », là, ça prend tout son sens ici aux Augustines. Fait qu'elles ont commencé à écrire, en fait, en 1639, là, sur leur bateau. Là, quand elles arrivaient, elles ont commencé à écrire leur histoire, puis ce qui leur arrivait tous les jours. Puis, elles n'ont jamais arrêté d'écrire depuis. Elles écrivent encore aujourd'hui, donc leur histoire. C'est pour ça qu'elles ont un patrimoine là, si exceptionnel. Durant toutes ces années, elles conservaient des objets, elles écrivaient, puis elles se disaient que ça pourrait peut-être servir un jour aux générations suivantes. Au courant de ces années-là, qui représentent près de 400 ans d'histoire, elles ont publié une histoire qui est la leur, comme communauté d'Augustine, mais qui est aussi la nôtre, puisque c'est celle de l'évolution de notre société, de notre pays, puis c'est celle aussi de l'évolution de la pensée médicale occidentale. Ça, c'est assez intéressant. Donc, la fiducie puis l'OBNL, là, complètement non confessionnelle et laïque en passant, ont repris ce legs au nom de la population du Québec, à qui elles ont aussi donné leurs précieux trésors. Donc, la mission du monastère, c'est de conserver et de mettre en valeur ce patrimoine-là, pas juste matériel, mais aussi le patrimoine immatériel et social, c'est-à-dire leurs valeurs, leurs connaissances, leur façon de faire, leur façon d'être. Puis, le nouveau monastère des Augustines, donc, suite à une réhabilitation au coût de 40 millions, donc 40 millions qui ont été fournis par le gouvernement fédéral, provincial et la Ville de Québec pour la réhabilitation du bâtiment comme tel. Donc, on a ouvert nos portes le 1er août 2015, et donc il y a près de 4 ans. Aujourd'hui, on y retrouve un musée, un centre d'archives. Aussi, on a 65 chambres, des salles multifonctionnelles. Un centre de santé globale là, offre en massothérapie, réflexologie, des séances privées en santé globale, une programmation en culture et en santé, un restaurant, une boutique, etc. Le tout, c'est bien ancré dans l'histoire et les valeurs des Augustines. Pour ceux qui sont déjà venus, vous avez déjà certainement remarqué là, tous les détails qui font référence à ça. La clientèle vient passer quelques heures ou encore pour y séjourner, pour se ressourcer, prendre un moment d'arrêt, un moment pour soi, venir chercher aussi des outils en santé préventive, puis venir s'inspirer. Sur les 65 chambres, il faut savoir aussi que 8 sont dédiées aux proches aidants pour leur répit. Donc, ça fait partie de notre mission sociale. Puis les autres chambres sont toutes occupées par une clientèle variée, là, venant d'un peu partout à travers le monde, qui viennent prendre un temps d'arrêt pour se déconnecter, pour souffler. Donc, les volets générateurs de revenus viennent directement soutenir la mission culturelle et sociale qui est évidemment la nôtre. Fait que, donc, savoir qu'un séjour ou une visite au monastère, c'est une visite solidaire également, puisque tous les surplus sont automatiquement redonnés à la mission sociale et culturelle. Fait que donc, l'ordre du monastère, on parle de santé globale. Tout comme les Augustines qui sont arrivées au pays en 1639, avec l'approche holistique de la santé. En fait, elles sont arrivées avec cette approche holistique de la santé, inspirée des écrits d'Hippocrate. Et elles n'ont jamais perdu leur approche holistique de la santé. Donc, Hippocrate, évidemment, était considéré comme le père de la médecine. Pour Hippocrate, la santé, c'était la responsabilité de chacun. Puis ça se basait sur une approche vraiment simple d'hygiène de vie, qui incluait une saine alimentation. Évidemment, l'expression « on est ce qu'on mange » ou l'alimentation est la première médecine vient d'Hippocrate. Puis, évidemment, Hippocrate prônait le sommeil, la prière, l'hydratation, etc. Donc, c'était vraiment une saine saines habitudes de vie qu'il prônait. Et les religieuses, évidemment, sont arrivées avec ça. Ce qui est intéressant aussi à constater, c'est qu'en 1946, l'Organisation mondiale de la santé parlait de santé globale dans sa définition de la santé. Fait que, cette définition-là est encore très actuelle aujourd'hui. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Elle ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, on s'aperçoit donc que l'approche holistique
a été perdu probablement seulement dans les 50 dernières années qu'on s'est concentré de plus en plus dans les 50 dernières années sur l'aspect physique. L'aspect physique a pris vraiment de toute l'importance. Mais ça fait pas si longtemps qu'on a perdu cette approche holistique de la santé-là. Mais les sœurs, elles, l'ont toujours conservée. Donc, évidemment, ici, on parle de santé, au monastère, on parle de santé globale selon les 4 piliers de l'être, soit la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Dans notre société et dans nos organisations, bien, on parle évidemment beaucoup du pilier physique. De plus en plus, je dirais, du pilier mental, mais on parle toutefois très peu des piliers émotionnels et spirituels. Puis ce dernier, la spiritualité, c'est souvent mal compris parce que c'est souvent, ça fait souvent référence à la religion, fait qu'on en parle moins. Mais au monastère, on prend le pilier spirituel vraiment dans son sens large. Toute culture, toute religion, toute croyance confondue. Et on parle ici vraiment de valeurs et de quête de sens. Et pour les Augustines, ben, vous vous doutez bien que ce pilier, c'était un pilier central, que ça l'a toujours été, tout aussi important que les 3 autres pour avoir une bonne santé. Donc, autant pour elles, comme soignantes qui devaient être en santé pour accomplir leur mission, c'est ce qu'elles vraiment prônaient pour les malades qu'elles accompagnaient afin qu'ils retrouvent au maximum une santé. Donc, les piliers des 4 volets, l'équilibre des 4 volets, pardon. Et donc, s'il y en a un qui est en déséquilibre, ça affecte automatiquement les 3 autres. Donc, c'est vraiment ce qu'on prône au monastère également, donc quand on parle de santé globale. Donc, comment ils ont fait, les sœurs, pour garder leur mission bien vivante pendant toutes ces années-là? Elles sont arrivées ici, puis elles ont passé à travers quand même pas mal d'épreuves. C'était d'autres temps, d'autres mœurs, mais elles ont traversé plusieurs épreuves. Premièrement, elles sont arrivées dans un milieu dur et hostile, un milieu très pauvre. Elles ont passé à travers des guerres, des feux, des épidémies. Donc, comment elles ont fait pour garder le cap quand tout s'effondrait autour d'elles? Elles ont presque perdu leur monastère là, 2 fois et la communauté a passé très proche de mourir complètement anéantie une de ces fois-là. Puis, donc, moi, je me posais la question, comment elles ont fait pour travailler sans relâche, jour et nuit, sans sombrer dans l'épuisement, tout en étant à la fois soignante et gestionnaire. Bien, la clé, vous vous en doutez, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'était la bienveillance. Et dans mes échanges avec elle, j'ai vraiment compris que la bienveillance était vraiment au cœur de tout ce qu'elle faisait. Puis, donc, à travers ces échanges-là que j'ai eu avec elle, la compréhension que j'en ai fait, j'ai simplifié et organisé l'information reçue en 3 volets pour être capable de la partager. Fait qu'on va parler de bienveillance envers une mission et des valeurs, donc ce qui donne un sens à ce qu'on fait. On va aussi parler de bienveillance envers une communauté et on va parler de la bienveillance envers soi. Donc, pour les sœurs, en fait, les Augustines, quand elles s'engageaient dans la communauté, elles s'engageaient dans la communauté des Augustines en sachant très bien les valeurs. Donc, elles s'engageaient aussi envers une mission. Pour les Augustines, la mission, c'était le soin de chaque personne, vraiment comme si elle soignait le Christ lui-même. Donc, peu importe les croyances, ce que la personne avait fait dans sa vie, son statut, chacune des personnes devait être traitée de la même façon, puis vraiment comme égale à la soignante. Elles entraient en communauté en connaissant très, très bien les valeurs qu'on prônait, puis elles s'engageaient envers ces valeurs-là, mais elles s'engageaient aussi à les intégrer journalièrement. Pas nécessairement à en faire la propagande, mais simplement à les intégrer puis à les vivre. Puis leur principale valeur, il faut savoir que celle qui gouverne tout, celle qui demeure quand tout s'effondre autour d'elle, ça a toujours été la compassion. Et cette valeur-là de compassion, elle existe depuis le 6e siècle. C'est énorme, ça fait plus de 1500 ans que cette communauté existe. Et leur valeur fondamentale a toujours été la compassion. Fait que tout ce qu'elles font, c'est autour de cette valeur-là qui est la compassion et la bienveillance. La mission et les valeurs étaient comprises de toutes, partagées de toutes aussi. C'est ce qui donnait le sens à tout ce qu'elles faisaient, puis pourquoi elles se levaient le matin avec motivation. Puis pour elles, ben, c'était la base d'une vie heureuse de comprendre ce sens-là et de vivre avec ces valeurs-là. Et c'était aussi une base pour une bonne santé holistique pour elles. Leur objectif ultime, en fait, n'a jamais été l'argent. Elles géraient les hôpitaux et tout, mais
elle ne pensait pas à l'argent comme but ultime. Elle ne pensait pas non plus à la performance, elle ne pensait pas être les premières. L'objectif ultime, ça a toujours été leur mission. Donc, l'impact positif qu'elles avaient au quotidien, puis le soulagement des souffrances de chaque personne qu'elles croisaient, puis de leur entourage, de l'entourage de cette personne-là aussi, puis l'impact qu'elles avaient sur la société. Puis les religieuses, il faut savoir que c'est des femmes d'affaires vraiment aguerries. Elles le sont encore aujourd'hui. Moi, je les côtoie au quotidien. Elles sont encore des femmes d'affaires très aguerries. Puis, elles savaient compter, puis elles savent encore compter. Mais l'argent, ça a toujours été un moyen, un outil pour atteindre leur mission, mais ça n'a jamais été une fin en soi. Puis, elles savaient d'emblée que chaque Augustine trouvait un sens personnel à accomplir cette mission-là. Ça les faisait croître, ça les faisait évoluer personnellement, puis en trouvant un sens profond pour elles, ben, elles s'engageaient corps et âme dans cette mission-là commune. Puis la performance, ben, ça venait par le fait même. Là. Donc, elles n'en parlaient pas au quotidien, ça venait tout seul. En entreprise aujourd'hui, moi, je me pose la question, est-ce qu'on favorise un environnement où nos employés partagent une mission? Est-ce qu'on favorise un environnement où nos employés partagent un but commun, des valeurs communes? Surtout, est-ce que chacun peut trouver un sens à ce qu'il fait et comment ce qu'il fait s'attache à quelque chose en fait plus grand que lui? Parce que pour l'Augustine, c'était ça, c'était qu'elle se levait, elle savait qu'elles accomplissaient leur mission, mais elle savait que c'était pour aussi être au sein d'une mission plus grande qu'elle. Donc, est-ce que notre employé est capable de voir que ce qu'il fait une différence aussi, qu'il y a un impact? Ou bien encore, notre employé, tout ce qu'il en a parlé, c'est de performance au travail, de performance financière pour être en avant des compétiteurs, pour être premier, pour gagner, pour être encore plus gros, plus grand, plus visible avec plus de clients et plus d'argent. Souvent, malheureusement, plusieurs entreprises, on est encore dans notre quotidien et dans notre société là, vraiment envahi par cette prouesse à la performance qui est sans arrêt. Donc, voilà. Est-ce que dans nos équipes de travail, on peut partager des valeurs, les intégrer, les vivre et créer ensemble un sens à notre travail? On va en reparler tout à l'heure, mais c'est vraiment là, dans cette optique-là que les sœurs travaillaient. Puis je trouve ça vraiment inspirant pour réfléchir à nos organisations d'aujourd'hui au niveau de la santé. Le deuxième volet, bien, c'est la bienveillance pour la communauté. Donc, pour les Augustines, leur communauté, ben, c'était essentiel. C'était un ensemble. Elle comprenait aussi la communauté, un ensemble de personnes, d'individus différents et uniques. Puis les Augustines favorisaient cette diversité-là. Elles ont toujours été convaincues que c'est ce qui faisait la force de leur communauté. Donc, chaque individu est différent, chacun ayant des forces différentes. Donc, elles ont toujours créé un environnement où chaque individu se sentait soutenu. C'est un environnement où on favorise la croissance personnelle puis le développement du plein potentiel de chacun. Pour une entreprise comme la vôtre, qui fait partie du regroupement Entreprises en santé, cela est sans doute vraiment bien compris et implanté dans la communauté de travail. C'est une des bases. Mais là où je veux porter votre attention, ce que je trouve vraiment intéressant par rapport à l'inspiration chez les Augustines, c'est que c'est pas juste la direction, c'était pas juste les leaders qui devaient favoriser cet environnement-là, mais c'était vraiment tout le monde. C'était la responsabilité de tout le monde. Et chacune des Augustines, chacune d'entre elles devait s'occuper que chaque maillon de la chaîne aille bien. C'était vraiment la responsabilité de toutes, pas juste des leaders. Bien, au sein de la communauté, évidemment, la leader, c'était la mère supérieure et son entourage. Mais la mère supérieure avait des responsabilités, mais celle de la communauté, puis d'entretenir la communauté, c'était vraiment celle qui était partagée par toute la communauté. Je trouve ça quand même inspirant, ça. Puis pour favoriser ça aussi, ce que je trouve inspirant, c'est qu'elles ont toujours eu au sein de leur communauté un cercle de parole qu'elles avaient journalièrement. Donc, un espace, quand elles revenaient de l'hôpital, par exemple, après une dure journée où elles avaient vécu plein de choses, des moments plus difficiles, mais des moments aussi de joie où elles étaient fières d'elles, ben, il y avait un espace où elles pouvaient s'exprimer, un espace où elles se sentaient soutenues, écoutées et où elles pouvaient partager. Puis, il faut savoir que ce cercle de parole-là, journalier, qu'elle appelle un cercle de parole, ben, ça existe encore aujourd'hui dans leur communauté. Fait que c'est vraiment fort important. Puis, elles m'ont souvent dit que ça leur c'était leur soupape qui les tenait et qui favorisait qu'elles tenaient le coup puis qu'elles voulaient pas, parce qu'elles évacuaient là, journalièrement ce qu'elles avaient cumulé au cours de la journée.
Un autre fait aussi que je trouve intéressant, puis je vais apporter à votre attention, c'est sur les rites et rituels qui sont très, très importants pour les Augustines, mais pour la plupart des communautés religieuses probablement, mais les rites et rituels là, journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels, soit individuels ou de groupe. Ce que je trouve intéressant quand je les interrogeais sur les rites et rituels, c'est que ce que j'ai compris, c'est ce qui a toujours donné l'ancrage dans la communauté. Je trouve ça intéressant aussi parce que, dans le fond, on fait la même chose dans nos familles. On a des rites, des rituels, que ce soit nos soupers du dimanche ou des petits trucs qu'on fait là, aux fêtes ou tout ça. Puis, quand on se sent loin de notre famille, bien, on repense ou on essaie de recréer ces rites et rituels-là, puis ça vient automatiquement nous ancrer. Donc, pour les rites et rituels, les sœurs ont toujours vu comme étant importants pour créer le sentiment d'appartenance à la communauté, puis pour vraiment venir faire l'ancrage dans la communauté. Quand les premières Augustines sont arrivées au pays, là, en 1639, en fait, c'est comme si vous envoyiez aujourd'hui nos trois plus jeunes dans une entreprise, à l'autre bout du monde, fonder une filiale sans outils de communication très, très loin. C'est à peu près dans ce contexte-là qu'elles sont arrivées, les sœurs. Ben, sachez que pour bâtir, quand ils sont arrivés ici au pays, en Nouvelle-France, pour bâtir la communauté, elles ont d'abord tout recréé les rites et rituels qu'elles avaient connus en France. C'est comme ça qu'elles ont recommencé à chaque fois aussi pour être sûres de garder l'ancrage de leur communauté. Fait que pour les rites et rituels, je trouve ça intéressant de peut-être regarder ça et de s'inspirer de ça pour créer peut-être des rites et rituels en entreprise qui ont toujours créé pour les sœurs un ancrage important. Le dernier volet, c'est celui de la bienveillance pour soi. Ça, je trouve ça vraiment intéressant de regarder ça parce que, en fait, c'est très inspirant. Parce que leur responsabilité première pour l'Augustine, c'était de prendre soin d'elle, individuellement. C'était sa responsabilité première et c'était la responsabilité la plus importante pour assurer qu'elle donne le meilleur d'elle-même afin d'accomplir la mission adéquatement. Évidemment, leur mission, elle, c'était le soin malade. Fait que pour les Augustines, on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de nous. Ça, c'était indéniable. Puis aujourd'hui, ben nous, évidemment, dans notre culture, dans notre société, on est dans l'action, dans le faire, la performance. Et plus on fait, plus on est reconnu. Ben mais pour les Augustines, la reconnaissance, elle venait pas du faire, ni de la performance, mais elle venait la reconnaissance par sa qualité de présence, par l'impact positif qu'elle avait sur les autres. Donc, encore une fois, la seule façon qu'on peut prendre soin des autres de façon optimale pour une Augustine, c'est d'accomplir la mission de la meilleure façon. C'est en présentant la meilleure version de nous-mêmes journalièrement. Donc, pour ça, les Augustines, évidemment, elles prenaient un soin fou à être attentives à elles-mêmes, attentives à comment elles se sentaient, attentives à leurs pensées. Puis, elles commençaient toujours leur journée dans le calme. Puis, elles favorisaient dans leurs moments journaliers là, des moments pour faire un retour vers elles, en fait, un retour sur soi. Et un moment pour prendre soin d'elles. C'est intéressant. Puis encore aujourd'hui, dans leur journée, sont vraiment rythmées encore comme ça. Et elles ont toujours fait ça quand elles géraient les hôpitaux. C'est que leur journée était toujours rythmée par l'action et la contemplation. C'est très, très bien écrit, documenté dans les archives, cette facette-là. C'est qu'elles ont toujours commencé leur journée dans le calme. Et après ça, bien, elles allaient dans l'action, à gérer l'hôpital, à s'occuper des malades, les nourrir, etc. Elles revenaient sur l'heure du dîner et elles priaient. Donc, dans notre langage courant aujourd'hui, on pourrait parler de méditation. Elles prenaient un temps d'arrêt pour ensuite recommencer dans l'action et revenir sur leur souper encore une fois dans la contemplation. Donc, leur journée a toujours été rythmée comme ça. Et elles m'ont dit à plusieurs reprises que si elles n'avaient pas eu ça, des journées rythmées par la contemplation de l'action, ça leur a été impossible pour elles de tenir le coup journalièrement, qu'il y avait trop de choses à faire et qu'elles seraient tombées au combat. Ça, elles m'ont souvent dit ça. Ben, moi, je me pose la question, et comme leader, moi, je me suis posé cette question-là aussi, mais
nous, comme leaders aujourd'hui, est-ce qu'on prend soin de nous journalièrement, mais surtout, est-ce qu'on le fait quand on le fait sans culpabilité? Parce on a plusieurs outils aujourd'hui pour le faire. Ça dépend de chacun. Hein. Il y en a qui vont utiliser la méditation, le yoga, la marche, la course, le plein air. Il y a des rituels du matin qu'on peut faire, le midi, connecter à la nature. Bref, c'est pas les outils qui manquent qu'on connaît. Mais on nous a jamais appris à prendre soin de nous, vraiment. Puis, on nous a jamais appris non plus qu'en prenant soin de nous, on serait une meilleure personne, un meilleur parent, un meilleur conjoint, un meilleur leader. Prendre soin de nous comme leader, c'est d'être plus attentif à notre entourage, à ce qui se passe, puis attentif aux priorités aussi, et puis disponible aux autres également. Un leader qui vit en pleine conscience, en pleine présence, prend de meilleures décisions. Puis un leader qui écoute vraiment, puis qui est capable de répandre sa joie, sa bonne humeur, son énergie positive, c'est un leader qui sait mieux soutenir par la suite, puis qui est plus patient aussi avec son équipe. Puis un leader qui se connaît bien, puis qui sait reconnaître ses forces, puis ses faiblesses, en toute humilité, sans chercher à être dans l'ego, puis la performance, mais c'est un leader qui va être dans la bienveillance. Donc, moi, c'est toutes ces questions-là que je me suis posées. Puis, donc, si on reprend ces trois volets-là, est-ce qu'on prend conscience aujourd'hui de l'importance de la mission, des valeurs et du sens, autant pour le leader et ses employés? Donc, est-ce qu'on prend conscience de l'importance de sentir qu'on contribue à quelque chose de plus grand que soi et fondamental en entreprise aujourd'hui? Puis, est-ce qu'on prend conscience aussi de l'importance de l'interaction et du soutien social? D'ailleurs, est considéré le soutien social aujourd'hui comme une pierre angulaire de la santé, puis c'est super bien documenté aujourd'hui. Est-ce qu'on prône une approche humaniste et bienveillante dans nos entreprises? Puis finalement, bien, est-ce qu'on prend conscience de l'importance que si on veut être une entreprise en santé, on doit offrir un environnement qui encourage la connaissance de soi et la transformation personnelle? Donc, encourager à chacun à développer son plein potentiel, à devenir un agent de changement dans son milieu, à être aussi maître de ses décisions puis de sa destinée. Puis je vais terminer ma présentation en vous laissant sur une diapositive que, en fait, j'ai fait une lecture récemment qui est une lecture d'un livre qui s'appelle Peak et qui parlait de trois niveaux d'entreprise, donc de trois volets, des entreprises en survie, des entreprises à succès, puis des entreprises qui réussissent à être en transformation. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que je trouvais que ça faisait comme la conclusion des réflexions que j'avais. Donc, une entreprise qui se retrouve en survie, c'est une entreprise qui est souvent dans le court terme, qui est dans les actions très, très, très tangibles. Donc, très action, action, action. Mais les entreprises en survie, donc, ont des milieux où les motivations sont de base. L'argent, la sécurité d'emploi, les retraites assurées, etc. Ils vont vraiment miser là-dessus. Puis, leur focus santé, ça va être vraiment le désir de diminuer le stress et l'anxiété. Donc, ils vont vraiment s'orienter là-dessus. D'un autre côté, les entreprises à succès, donc plusieurs de ces entreprises-là font partie d'entreprises en santé, favorisent des milieux là, où règne la reconnaissance, la confiance, la loyauté, le plaisir au travail. C'est une entreprise habituellement performante puis vraiment en bonne santé financière. Puis le focus santé, c'est souvent mis sur le désir de conserver la santé physique et mentale. Fait qu'on va vraiment focuser à rendre nos gens en bonne santé physique et mentale là, pour une entreprise en santé. Mais les peu d'entreprises qui se rendent à l'entreprise en transformation, c'est-à-dire qui vont être là pour transformer non seulement les individus, mais aussi la société, c'est des entreprises qui vont focuser sur du moyen terme. Ils vont focuser aussi beaucoup plus dans l'intangible. Donc, ils favorisent ces entreprises-là un milieu où on est inspiré, où il y a un sens, où on sent qu'on contribue à quelque chose de plus grand que soi. Donc, ça fait vraiment référence à ce que les Augustines ont toujours fait. C'est un milieu où le focus est sur l'être plutôt que juste le faire, donc plutôt que d'être juste dans l'action. C'est un milieu où règne aussi l'accomplissement, l'inspiration, le dépassement, la vitalité, puis vraiment la joie de venir travailler. Puis, c'est une entreprise où les employés savent qu'ils participent à quelque chose qui va laisser un legs là, pour les générations futures.
Puis le focus santé de ces entreprises-là, bien, c'est le désir que chaque employé soit à son meilleur globalement à chaque instant. C'est d'assurer donc qu'on favorise vraiment la connaissance de soi et le développement du plein potentiel de chacun. Donc, ça ferait le tour de ma présentation. Et on serait rendu aux questions sur le contenu. Donc, je vais laisser la parole, je pense, à ce stade-ci à Daniel. Oui, je suis là de retour. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette présentation-là. Vraiment, c'est très inspirant, très touchant aussi, je trouve. Je trouvais ça intéressant, l'apport que vous avez mis à la fin avec la petite pyramide, avec les 3 types d'entreprises. Je trouve ça fort intéressant. Vous faisiez référence que ça provenait d'un livre. On n'a pas bien saisi le titre du livre en question. Quel était-il? PEAK, P-E-A-K. Je pourrais partager éventuellement là, les références de ce livre-là avec vous. Ah, super, parfait. Alors, on pourra, effectivement, si vous pouvez me le partager, à ce moment-là, je pourrais le transmettre à tous qui aura suivi le webinaire. Donc, je pourrais le transmettre dans notre courriel de remerciement par la suite avec la présentation d'aujourd'hui, de même que l'enregistrement du webinaire. Ce serait parfait. Absolument. Bon, très bien. On a reçu une autre question qui nous demandait, en fait, d'abord, elle vous transmet donc ses bravos. Elle mentionne donc excellente utilisation des apprentissages de notre passé. Ceci amène une crédibilité au contenu par l'expérimentation depuis des décennies, en fait. Donc, c'est pas tellement une question, plutôt qu'un commentaire. Alors, merci beaucoup pour votre commentaire. Donc, c'est bien apprécié. Donc, effectivement, de pouvoir tirer profit de ces apprentissages-là, c'est vraiment très intéressant. Dites-moi, Isabelle, maintenant au niveau de l'intégration par rapport à notre milieu de travail, comment on fait concrètement pour intégrer là, ces notions-là que vous nous avez mentionnées aujourd'hui au niveau de la bienveillance? Est-ce que vous avez des exemples que vous pouvez nous donner? Bien, nous, en entreprise, c'est sûr que je peux donner l'exemple du monastère parce que nous, on s'est posé beaucoup de questions, évidemment. Si on prône ça, puis on a l'exemple, puis on veut continuer à écrire l'histoire de ce lieu-là, il faut s'inspirer de ce que les sœurs faisaient. Puis, nous, on est en train vraiment d'implanter une culture d'entreprise où on s'est vraiment penché sur ces 3 aspects-là. Donc, pour le sens, le premier volet, on s'est vraiment penché sur la question des valeurs et de l'intégration des valeurs au quotidien. Et pour être certain que chaque personne qui intègre le monastère, que ce soit un plongeur à l'entretien ménager, à la direction d'un département ou autre, mais on est tout en train de revoir l'aspect accueil et on est en train vraiment de revoir comment aussi on transmet ces valeurs-là, puis s'assurer que la personne qui vient au monastère, c'est pour des bonnes raisons, puis qui intègre d'abord ou qui porte en lui ou en elle les valeurs. Aussi pour le volet soutien social communautaire, ben on a commencé à installer des rites et rituels. On s'est vraiment posé des questions parce qu'il faut que ça soit bien contemporain puis vraiment ancré là, dans les besoins d'aujourd'hui. Mais nous, au monastère, on a commencé à instaurer là, des rites et rituels journaliers, hebdomadaires, mensuels. Des exemples de ça, bien, on a commencé à faire des forums. Puis, je parlais du cercle de parole. On a commencé, nous, à faire des forums, donc des espèces de moments où on invite tout le monde à venir échanger sur un sujet. On parle beaucoup à ces moments-là de sentiment d'appartenance. On en a un justement demain sur, on va parler de direction commune là, qui nous rassemble, qui nous aide à agir dans le même sens. C'est une place où tout le monde peut s'exprimer, etc. On a aussi des petits moments hebdomadaires comme on offre la soupe gratuite le mercredi pour venir vraiment que tout le monde soit ensemble et tout ça. On a aussi commencé à instaurer un rite au début de nos réunions où on commence avec une méditation puis une cohérence cardiaque, donc des respirations. Puis on veut en faire vraiment un rite et rituel, là, un rite de chaque réunion. On a commencé ça. Donc, c'est tous des petits exemples qu'on peut mettre en place. Puis au niveau de la connaissance de soi, pour favoriser ça, bien, on a commencé à se poser des questions. Comment on peut aussi responsabiliser chacun de nos employés à porter en lui, à être autonome face à sa propre santé globale. Puis on a commencé à offrir des séances gratuites de santé globale
des séances individuelles. Nous, on a évidemment la chance d'avoir des thérapeutes sur place pour qu'ils puissent bien prendre, mieux se connaître. Puis on va commencer à avoir vraiment plus de conférences sur le thème parce que c'est une question de mieux se connaître, donc de favoriser la connaissance de soi puis le développement personnel et individuel de chaque individu. Fait que c'est des petits exemples que nous, on a commencé à mettre en place. Oui, c'est très intéressant. Je reviens sur l'exemple de cercle de parole, en fait, que vous avez appelé de façon plus moderne, Forum. de forum. Juste par curiosité, puis pour peut-être inspirer d'autres entreprises, est-ce que vous déterminez donc les sujets d'avance? Quelle est la durée, la forme? Comment ça se concrétise directement dans votre organisation? Oui, en fait, on a commencé ça l'année passée, puis la forme a un petit peu changé justement parce que on apprend avec l'expérience. Donc, notre formule dure environ 1h30. On invite donc tout le monde à venir y participer. Et il y a toujours un sujet où on fait la première, je dirais, demi-heure, trois quarts d'heure, est vraiment sur un sujet où les gens sont invités à échanger, mais on fait aussi des activités ludiques autour de ça. Là, on le prépare vraiment pour que que les gens soient en action, puis tout ça. Donc, on prépare comme oui, il y a un sujet, mais c'est pas juste de dire OK, on s'assoit puis on fait un échange. On veut vraiment que les gens participent. Donc, il y a toute de l'animation qui est créée autour de ça. On se prépare minutieusement à ce moment-là. Puis, le dernier trois quarts d'heure, je dirais que c'est plus moi qui intervient aussi pour dire ben voici où on en est rendu, voici les grands les choses que la direction fait où on est rendu, etc. Puis, il y a vraiment un forum d'échange et de discussion sur différentes questions là, que les employés peuvent avoir. Donc, on essaie de faire ça au minimum 4 fois par année. On aimerait bien éventuellement le faire peut-être une fois par mois, mais on y va vraiment graduellement. Et puis, on se rend compte que dans le dernier forum, en fait, demain, les gens ont hâte de venir assister au forum là, parce que quand ça devient un rituel, c'est que ça devient ancré dans les habitudes et c'est ça qui va devenir intéressant. Et j'ai vraiment hâte de voir demain. Mais le dernier forum a été vraiment, franchement, un grand succès. Puis même à la fin, ceux qui n'avaient pas été, qui avaient pas pris l'opportunité de venir ou qui n'avaient pas pu venir au forum, ils étaient déçus là, de pas être venus, puis tout ça parce qu'on a eu un fun fou. Fait qu'on on rend ça vraiment agréable, ludique. C'est de la façon qu'on le met en place. Donc, c'était un beau succès qui va se répéter. On espère, oui. Super. On a reçu une autre question par rapport, vous avez parlé du volet de la spiritualité. Est-ce que vous avez des exemples d'activités ou d'initiatives en entreprise à ce niveau-là? C'est vraiment une excellente question parce que je pense que il n'y a pas beaucoup d'initiatives en entreprise actuellement. Les entreprises sont assez frileux à parler de spiritualité parce que justement, ça fait souvent, ça fait référence à la religion et tout. Puis pourtant, on est tous des êtres spirituels là, dans son sens large et on parle de quête de sens. Je connais pas beaucoup d'entreprises qui en parlent comme telles, mais quand on commence à favoriser chez nos employés la méditation, le yoga, ça en est une forme de spiritualité. Et je pense que c'est vraiment c'est pas nécessairement dans le tangible ou des actions tangibles qu'on va parler de spiritualité, mais quand on parle justement là, de valeurs et de sens et pourquoi les gens se lèvent tous les matins pour venir y travailler, pour venir travailler dans notre entreprise. La quête de sens au travail, c'est quelque chose d'essentiel qu'il va falloir commencer à parler. Puis d'intégration des valeurs, justement. Fait que c'est plus c'est plus philosophique, je dirais. Nous, ici au monastère, on en parle de spiritualité parce que ça fait partie de notre langage. Puis les gens savent que c'est aussi en quête de sens et tout ça. Puis quand on commence nos réunions, puis qu'on prend comme une minute de silence pour respirer et un peu faire le vide pour faire le plein, puis mieux se connecter aux autres, ça amener une forme de concret
atteindre le volet spirituel, là, c'est une des facettes. Là, on le fait de façon toute douce, évidemment. On commence pas à être en grosse méditation pendant une demi-heure, mais on se connecte ensemble. C'est une façon de se connecter ensemble. Puis au début, les gens étaient peut-être un petit peu mal à l'aise. Puis là, plus ça va, plus ça prend forme. Puis plus les gens veulent commencer leur réunion en se regardant dans les yeux ou en faisant comme une minute de silence ou en faisant juste des respirations. Fait que c'est bon pour le physique, puis c'est bon pour notre mental, puis ça arrête l'hamster de tourner, mais en même temps, ça permet de se connecter entre nous. Puis ça, on le nomme comme tel. Mhm. Oui, puis l'aspect de la concentration aussi, de se poser justement avant ce moment de communication en groupe, là. Donc, je suis certaine que ça a beaucoup de bénéfices aussi à cet égard-là. Alors, c'est des bons exemples, je trouve, pour répondre à la question. Puis, comme vous dites aussi, je pense que c'est dans la mission de base, dans la philosophie de la Oui. culture, les valeurs qui sont communiquées au quotidien avec les employés, donc où on peut transmettre cette quête de sens-là et le pourquoi de notre mission, ce pourquoi on est ensemble pour travailler. Alors, les valeurs de l'organisation, on les a sur notre site web, dans notre section sur l'entreprise, mais comment on les véhicule et on les transmet au quotidien. Je pense que ça fait partie aussi de ce côté, à mon avis, de sens. Exactement. Puis si je peux ajouter quelque chose qui est intéressant, c'est que puis c'est inspiré encore des Augustines, mais une Augustine n'a jamais fait la propagande de ses valeurs. Elle fait toujours des valeurs intégrées au quotidien dans les petits gestes, les actions donc qu'elle faisait, puis ce qu'elle disait. Puis quand on croise encore une Augustine aujourd'hui, on comprend bien la valeur qu'elle porte. Puis ici, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment ça, je pense que de prôner nos valeurs au quotidien, ça en est là, de la spiritualité, là, tout à fait. Mm-hmm. Super. Alors, on n'a pas reçu d'autres questions, en fait, donc on a répondu à celles qui nous ont été posées. Donc, merci beaucoup pour votre participation. On a reçu un autre petit mot là, de remerciement, donc je vous le transmets, Isabelle, également. Et la personne mentionne qu'elle ira vous visiter. Alors, Ça va me faire plaisir. super. Alors, je rappelle aux participants que si vous voulez poser d'autres questions, s'il y a d'autres éléments sur la présentation, d'autres choses que vous souhaiteriez aborder avec Madame Duchesneau, donc vous avez ses coordonnées à l'écran. Vous avez également les nôtres au groupe Entreprises en santé si vous voulez communiquer avec nous. Et merci évidemment donc infiniment pour votre participation. Un grand merci aussi à Isabelle pour votre participation, en fait votre présence aujourd'hui, votre présentation, c'était fort intéressant et très apprécié. On va continuer à s'inspirer là du parcours des Augustines. Et puis voilà, donc un remerciement également là à nos précieux partenaires dont les logos apparaissent à l'écran présentement. Alors leur implication est vraiment importante pour nous pour continuer à poursuivre notre mission. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Et puis sur ce, donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon midi à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci Isabelle.